Dans un pays connu pour sa tranquillité et son faible taux de criminalité, le Danemark serait bientôt confronté à une tragédie qui briserait son sentiment de paix. Nous étions le 5 février 2022, un samedi soir, et le pays venait de lever ses restrictions liées au Covid-19, marquant le premier week-end de liberté retrouvée. Pour Mia Skadhawk, une étudiante en soins infirmiers de 22 ans, c'était une soirée de fête. Mia venait de terminer son 2e semestre et avait hâte de retrouver des amis pour une soirée de socialisation. Ce qui aurait dû être le début d'une ère post-pandémique prendrait bientôt une signification bien plus inquiétante. L'air froid de la nuit à Aalborg, avec des températures descendant en dessous de zéro, n'a pas dissuadé les foules de fêtards habillés pour la chaleur intérieure des bars et des clubs. Mia, comme beaucoup de ses pairs, avait enfilé un haut et un pantalon noir, ses longs cheveux blonds bouclés tombant en cascade sur ses épaules. Elle a complété le look avec des baskets blanches et un sac à main noir en bandoulière, se fondant sans effort dans la foule jeune, excitée par une soirée en ville. Mia et ses amis se sont rendus à Jomfruengade, la plus grande rue festive du Danemark, où la nuit a été remplie de musique, de danse et de rire. De bar en bar, de club en club, ils se délectent de leur liberté. Leur dernier arrêt était le 80s Beer Bar, où Mia dansait avec exubérance, buvant et profitant de l'énergie de la nuit. À l'approche de l'aube, ils se retrouvèrent au club Wolf, dernière salle de la soirée. Il était 6 heures du matin et le club fermait ses portes. Les amis de Mia, épuisés, étaient prêts à mettre fin à la soirée. Mais Mia, toujours pleine d'énergie, n'avait pas tout à fait fini. Elle voulait continuer à faire la fête. Se souvient plus tard un ami. Légèrement ivre, Mia a dansé avec des inconnus, embrassant de nouvelles connaissances. Ce qui n'a rien d'inhabituel pour une jeune Danoise de 22 ans, amicale et extravertie. À l'extérieur du club, Mia et ses amis ont partagé une brève conversation avant de se séparer. Ses amis pensaient qu'elle prendrait le bus pour rentrer chez elle, ignorant que ce serait la dernière fois qu'ils la verraient. Alors que les heures se transformaient en 13 longues heures, la famille de Mia devenait de plus en plus anxieuse. Personne ne l'avait vue ni entendu parler d'elle. Inquiets, ils ont contacté son petit ami, espérant qu'il aurait des réponses. Mais au fil de la journée, il est devenu évident que quelque chose n'allait vraiment pas. Mia avait disparu. Au grand choc de la famille de Mia, son petit ami a affirmé qu'il n'avait pas eu de nouvelles d'elle de la journée. Leur inquiétude s'est intensifiée, à mesure qu'ils contactaient ses amis. Mais personne n'avait vu ni contacté Mia depuis qu'elle s'était séparée d'eux à 6 heures du matin ce matin-là. Le silence grandissant a transformé leur anxiété en inquiétude et, avec une peur grandissante, les parents de Mia ont déposé un rapport de disparition auprès de la police du Jutland du Nord. Dans une tentative désespérée de retrouver les ourfilés, la famille de Mia s'est également tournée vers les réseaux sociaux, publiant des appels à l'aide sur Facebook. Ils ont exhorté toute personne susceptible d'avoir vu ou entendu parler de Mia à se manifester. Sa disparition soudaine ainsi que sa réputation de responsable ont amené la police du Jutland du Nord à prendre son cas extrêmement au sérieux. Malgré la réputation de faible criminalité du Danemark, ils ont abordé la situation comme s'il s'agissait du pire des cas. La police a rapidement lancé une enquête approfondie, demandant au public de conserver et de partager toute photo ou vidéo de la zone au petit matin. Le quartier animé de la vie nocturne d'Aalborg, plein de monde, était bien documenté par la surveillance et les smartphones. Les autorités savaient que quelqu'un avait involontairement capturé Mia devant la caméra. La réponse du public a été rapide et massive. Près de 400 appels, photos, vidéos et messages ont afflué de citoyens du Jutland du Nord en réponse à l'appel urgent de la police. Les antécédents de Mia reflètent ceux d'une jeune femme typique de 22 ans, sans antécédents criminels. Née le 19 septembre 1999, elle a fréquenté le West Himmerland Gymnasium avant de s'inscrire à l'Université des sciences appliquées d'Aalborg pour poursuivre des études d'infirmière. Au fil des heures, l'enquête s'est intensifiée. Le 7 février 2022, 26 heures s'étaient écoulées depuis la dernière vue de Mia. La police a lancé un autre appel public demandant à tous les témoins oculaires de fournir des informations. Dans le même temps, les détectives ont méticuleusement passé au peigne fin les images recueillies dans le quartier de la fête ce matin-là, contre-interrogeant les amis de Mia et toutes les personnes avec lesquelles elle aurait pu interagir cette nuit-là. C'est alors qu'un indice crucial est apparu.
Des images de vidéosurveillance du dimanche 6 février à 6h09 montraient Mia debout à un arrêt de bus au numéro 99 de Vesterbro. Une voiture noire s'est arrêtée près du magasin Netto. Après un bref échange de mots, Mia a été vue monter dans le véhicule. Ces images sont devenues la pierre angulaire de l'enquête, révélant le dernier moment connu où Mia était bel et bien vivante. La police avait désormais une piste. Le prochain bus ne devait arriver qu'à 7h35, laissant Mia avec une longue attente dans l'air glacial du matin, mal habillée pour le froid. Les images de vidéosurveillance montrant l'interaction de Mia avec la voiture noire à 6h09 ont sonné l'alarme. Elle n'avait pas fait signe au véhicule de s'arrêter. Au lieu de cela, il s'est arrêté à côté d'elle, sans y être invité. Frank Olson, le responsable de l'enquête, a fait remarquer que c'était le conducteur qui avait pris contact. La mauvaise qualité des images ne permettait cependant pas de lire clairement la plaque d'immatriculation de la voiture. Frustrée mais déterminée, la police a une fois de plus demandé de l'aide au public. Le 8 février, ils ont publié la chronologie des événements ayant conduit à la disparition de Mia. Après s'être séparée de ses amis à 6h02, Mia a marché depuis Jomfru-Anegade, a pris à gauche sur Borgergade, puis a tourné dans le quartier de Vesterbro. Elle est arrivée à l'arrêt de bus numéro 99 de Vesterbro et a attendu. Peu de temps après, la Volkswagen noire s'est approchée et après une brève conversation, Mia est montée dans le véhicule. Depuis, elle avait disparu sans laisser de traces. Ce jour-là, l'affaire prend une tournure dramatique. Grâce à une technologie avancée et à des images nouvellement obtenues, la police a finalement identifié la plaque d'immatriculation de la voiture. Elle portait des plaques de perroquet, un terme danois désignant une plaque d'immatriculation avec plus d'une couleur de fond, ce qui la rendait distinctive. Cette avancée est arrivée juste à temps, puisque plus de 53 heures s'étaient écoulées depuis la dernière vue de Mia. Le 9 février 2022, à 8 heures du matin, la police a retrouvé le véhicule à plusieurs adresses, notamment à Österbro, Frederikshavn et dans une résidence d'été à Saltum. À l'un de ces endroits, ils ont trouvé la Volkswagen Golf 2015 qu'ils recherchaient. Bien que Mia soit toujours portée disparue, la piste a conduit les autorités à arrêter 2 hommes. Ses amis d'enfance, attachés à la plaque d'immatriculation de la voiture, ont été propulsés au centre de l'enquête. Tous deux étaient déjà connus des autorités pour leur implication dans des délits en mineurs, notamment un incident au cours duquel ils s'étaient fait passer pour des policiers lors d'un match de football. Malgré leur dénégation de tout acte répréhensible, le lien avec le véhicule en faisait les principaux suspects de la disparition de Mia. L'enquête avait atteint un tournant critique et, en 24 heures, les 2 hommes ont été convoqués pour une audience constitutionnelle le 10 février 2022. L'affaire, autrefois mystérieuse, est désormais centrée sur ces 2 suspects. Cela faisait maintenant 4 jours depuis la disparition de Mia, et sa famille, ses amis et toute la communauté s'accrochaient désespérément à l'espoir de son retour sain et sauf. Lors d'une audience constitutionnelle privée devant le tribunal de district d'Aalborg, il a été décidé que l'un des 2 hommes arrêtés pouvait être libéré, même si les accusations portées contre lui continueraient de faire l'objet d'une enquête. Cependant, l'autre suspect, Thomas Thompson, 36 ans, a reçu l'ordre de rester en détention. Thompson a volontairement accepté une détention de 4 semaines. Décrit par ses connaissances comme poli, charmant et soigné, Thompson était électricien, ancien sergent des forces armées danoises et pratiquait le judo depuis sa jeunesse. La Volkswagen noire dans les images de vidéosurveillance était enregistrée à son nom, faisant de lui le principal suspect en tant que conducteur qui est venu chercher Mia le matin de sa disparition. Alors que les enquêteurs continuaient à reconstituer le puzzle, des indices inquiétants ont commencé à faire surface. Les chiens policiers, fouillant la forêt de Hammerbacher, ont trouvé quelques affaires de Mia. Ses clés, un bandeau élastique et 2 cache-poitrines. Ces objets étaient répartis sur une vaste zone, ce qui suggère qu'elle était peut-être en train de courir, laissant tomber ses affaires dans une tentative désespérée de s'échapper. L'enquête a pris une tournure encore plus sombre lorsque la police a découvert des trous peu profonds dans la forêt de Dronninglund-Storskov, à seulement 10 minutes de route du domicile de Thompson, dans le village de Frederikshavn. À l'intérieur des tombes peu profondes, les autorités ont fait une horrible découverte. Des restes humains démembrés, découpés en plus de 200 morceaux. Même si les restes n'avaient pas encore été officiellement identifiés, la police craignait le pire. Ils appartenaient probablement à Mia Skadhawk,
Les restes ont été envoyés pour analyse médico-légale, mais la scène macabre n'a laissé aucun doute dans l'esprit des enquêteurs. Dans la nuit du 10 février, la police a tenu une sombre conférence de presse. Ils ont informé le public qu'ils pensaient que Mia avait été assassinée et démembrée. Malgré la tournure horrible des événements, ils ont juré de poursuivre l'enquête et de demander justice pour Mia. 2 jours plus tard, le 12 février 2022, les experts légistes confirment ce que tout le monde craignait. Les restes ont été identifiés comme étant ceux de Mia, démembrés en 231 parties du corps. L'autopsie a révélé que son corps avait été découpé à l'aide d'une scie électrique, d'un couteau de bricolage et de ciseaux, un acte de violence méthodique et effrayant. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, des détails plus troublants sont apparus. Thomas Thompson avait débranché le GPS de sa voiture à 2h14, le 6 février, apparemment dans le but d'éviter d'être suivi alors qu'il rôdait dans les rues. Cependant, à cause d'une erreur technique, le GPS a continué à enregistrer la position de sa voiture toutes les 15 secondes, à son insu. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait désactivé le GPS, Thompson a affirmé qu'il l'avait fait pour éviter un policier en particulier qui, selon lui, avait une vendetta personnelle contre lui. Le GPS a été réactivé à 9h23 et les enquêteurs pensent que dans l'intervalle, entre 6h09 et 9h23, quelque chose de terrible était arrivé à Mia. Les dernières pièces de ce puzzle tragique se mettaient désormais en place. Entre 6h09 et 9h23, ce matin fatidique, Mia est entrée dans le véhicule de Thomas Thompson, qui s'était arrêté à côté d'elle. Il a baissé la vitre du côté passager, lui proposant de la conduire, ce qu'elle a accepté en prenant place à côté de lui. Ce qui suivit deviendra plus tard le centre d'un procès très contesté en juin 2023. Dans sa version des événements, Thomas a affirmé avoir été surpris de voir Mia seule à l'arrêt de bus, par une matinée aussi froide, les bras nus exposés. Il reste beaucoup de temps avant le prochain bus. Se souvient-il avoir pensé? Il s'arrêta et lui proposa de la conduire gratuitement. Selon Thomas, Mia était coquette pendant le trajet et il a décidé de l'emmener au terrain d'entraînement du camp Hammerbacker pour lui montrer quelque chose de cool. Une fois sur place, Thomas a allégué que les 2 hommes avaient convenu d'avoir des relations sexuelles. Cependant, il a affirmé que les choses avaient pris une tournure soudaine lorsque Mia était devenue furieuse en apprenant qu'il avait été sergent dans l'armée. Thomas a déclaré au tribunal qu'au cours de cette dispute, Mia était soit tombée accidentellement et s'était tordu le cou, soit avait peut-être été étranglée par les bretelles de son sac à dos. Paniqué, Thomas a admis qu'il ne savait pas quoi faire. Alors il a placé son corps dans sa voiture, est rentré chez lui et l'a démembré. Il a d'abord essayé de dissoudre son corps avec un alcali, mais lorsque cela a échoué, il a décidé de le couper en morceaux. Malgré la version des événements de Thomas, la police pensait que Mia était simplement montée dans sa voiture dans l'espoir de rentrer chez elle par une matinée froide, ignorant le cauchemar qui allait suivre. Contrairement aux affirmations de Thomas, l'accusation a présenté une version bien plus sinistre des événements. Ils ont fait valoir que Mia avait été emmenée à Hammerbacker contre sa volonté ou par tromperie. Une fois sur place, Thomas l'avait pourchassée, maîtrisée, violée, étouffée et mutilée. Le tribunal a rejeté le récit de Thomas selon lequel Mia était décédée des suites d'une chute accidentelle. Lors du procès, le coroner Asser Edgar Thompson de l'université d'Aarhus a témoigné le 23 juin. Il a déclaré que la mort de Mia ne pouvait pas résulter d'une chute, comme l'affirmait Thomas. Le démembrement systématique de son corps, destiné à obscurcir la cause du décès, indiquait une suffocation comme cause probable. Thompson a souligné qu'une agression sexuelle avait eu lieu et que l'étranglement était le mécanisme probable de sa mort, même si des parties cruciales du corps qui pourraient confirmer définitivement l'étouffement manquaient. D'autres preuves ont renforcé la théorie selon laquelle Mia s'était battue pour sa vie. Ses affaires étaient éparpillées dans la forêt, suggérant une tentative désespérée de fuite. Son serre-tête a été retrouvé sur un chemin de terre. Ses clés ont été découvertes plus loin le long du chemin et 2 plaques de poitrine se trouvaient au fond de la forêt, une zone que Thomas avait affirmé ne jamais avoir pénétrée. Les données GPS de la voiture de Thomas ont enregistré 3 arrêts distincts sur le chemin de terre, dressant un sombre tableau des derniers instants de la vie de Mia. Cette preuve, combinée au témoignage, a démantelé la défense de Thomas, révélant l'horrible réalité des dernières heures de Mia.
Le procureur spécial Meet Bendix a soutenu que cela indiquait que Mia s'était battue pour sa vie, rejetant toute notion de consentement mutuel. D'autres preuves ont montré que Thomas naviguait autour d'Alborg avec les médecins généralistes cette nuit-là avant le meurtre. Avant de partir, il a regardé du porno mettant en vedette des jeunes filles en ligne. En raison des nombreuses manipulations effectuées sur le corps, aucune trace de sperme n'a été trouvée. Cependant, la police est restée ferme dans sa conviction qu'un viol avait eu lieu. L'ADN de Mia a été trouvé sur la poignée de porte de la chambre de Thomas, confirmant qu'elle a été démembrée chez lui. Mais qui était exactement Thomas Thompson? Il s'avère qu'il avait une histoire choquante qui a probablement renforcé sa confiance, et tout cela a été révélé au cours du procès. Né le 18 juin 1985, Thompson a grandi à Sea Bay et a ensuite déménagé à Falkenskald, une petite ville de 500 habitants. Vivant d'abord dans un appartement, il a ensuite emménagé dans l'ancienne maison de ses grands-parents. Élevé dans des conditions stables sans violence, crime ou abus, Thompson a fait carrière dans l'armée en tant que sergent avant de suivre une formation d'électricien. Il était considéré comme bon dans son travail, mais était décrit comme un solitaire par ceux qui le connaissaient dans le village. En 2009, Thompson a été reconnu coupable d'être un voyeur après avoir laissé du sperme à la fenêtre d'une fille. Les incidents se sont produits en 2005 et 2006 à Frederikshavn. Il frappait aux fenêtres de deux filles, identifiées comme étant Louise et Marie, et se masturbait. L'ADN de Thompson correspond également à une trace d'une ancienne affaire d'agression impliquant une femme endormie à Alborg en 2010. L'incident s'est produit dans un appartement près de Jomfr en Garde, où deux femmes se sont réveillées et ont trouvé un homme en train d'agresser sexuellement l'une d'elles. L'homme s'est enfui et l'affaire n'est toujours pas résolue. Lorsque Thompson est allé chercher Mia Scott Hawk à 7 heures dans sa voiture, c'était également près de Jomfr, Engadable. Le lien entre ces cas n'a été établi que récemment, probablement en raison des progrès de la technologie de l'ADN. Cependant, le délai de prescription signifie que Thompson ne peut pas être poursuivi pour l'agression de 2010. Néanmoins, les deux femmes impliquées et un témoin ont été convoqués pour témoigner dans la présente affaire. Les témoignages des ex-petites amies de Thompson ont également brossé un tableau inquiétant. Ils ont décrit comment il est rapidement passé de charmant et poli à contrôlant, arrogant et manipulateur. Il insistait pour obtenir ce qu'il voulait et se mettait en colère s'il ne le faisait pas. Les schémas de comportement troublants de Thomas Thompson ont été corroborés par son ami d'enfance et ses ex-petites amies. Ils ont raconté divers cas de comportements sexuels transgressifs, de tromperie sur son âge et de surveillance invasive pendant et après leur relation. Une ex-petite amie a témoigné que Thompson l'avait attachée de force, nue, à un radiateur. Une autre a rapporté qu'après avoir mis fin à leur relation, Thompson avait coupé les conduites de frein de sa voiture, un acte pour lequel il avait été reconnu coupable en 2010. Une troisième femme a découvert une feuille Excel détaillant les noms des femmes et leurs activités sexuelles à des dates précises. Malgré ces récits, Thompson a plaidé non coupable des accusations de viol et d'homicide involontaire, admettant seulement la manipulation indécente d'un cadavre. Le tribunal a eu du mal à trouver suffisamment de preuves pour prouver de manière concluante que Thompson avait violé Mia ou eu des relations sexuelles avec elle au-delà de ses allégations de consentement mutuel. Les détails exacts de ce qui s'est passé dans la zone forestière déserte de Hammerbacker ce matin-là ne restent connus que de Thompson et Mia Scott Hawk. En juin 2023, l'électricien de 38 ans a été reconnu coupable du meurtre de Mia, de tentative de viol et de traitement indécent sur un cadavre. Le Conseil de médecine légale l'a décrit comme dominateur, manipulateur et dépourvu de véritable remords. Ils ont conclu qu'il présentait un risque élevé de répétition d'actes violents et immoraux. Après sa condamnation, Thompson a maintenu son innocence concernant les accusations de meurtre et de tentative de viol. Il a immédiatement fait appel de la décision et la Haute Cour devrait rendre son jugement sur son appel d'ici la fin mai 2024. Face à cette tragédie, les parents de Mia ont exprimé leur gratitude à la communauté pour son soutien massif. Ils ont souligné à quel point cette affaire avait semé la peur chez de nombreuses personnes sortant de quarantaine. Le père de Mia, dans une déclaration poignante, a encouragé les autres à vivre avec audace et à ne pas succomber à la peur, affirmant qu'il vaut mieux tout risquer pour survivre que de vivre dans la peur constante.
L'affaire a suscité des inquiétudes accrues de la communauté concernant la sécurité, ce qui a conduit à une pression pour davantage de caméras de surveillance dans le centre-ville. De plus, un groupe de bénévoles engagés a créé la Safe House Initiative, un programme dédié à assurer la sécurité des jeunes rentrant chez eux, reflétant un effort collectif visant à protéger les autres des tragédies qui ont frappé Mia. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez voir du contenu plus captivant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour 3 nouveaux cas chaque semaine. Rejoignez-nous dans ce voyage.